Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, chers collègues, sur la forme, notre arsenal législatif répondait déjà aux injonctions que vous formulez dans votre texte de loi. Ainsi, la loi de 1881 sur la liberté de la presse prévoit déjà des sanctions contre les fausses nouvelles. Son article 27 stipule en effet que la publication, la diffusion ou la reproduction par quelque moyen que ce soit de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongères attribuées à des tiers lorsque, faite de mauvaise foi, elle aura troublé la paix publique ou aura été susceptible de la troubler, sera punie d'une amende de 45 000 €. Sur le fond maintenant, je confirme l'inutilité finale de votre texte, puisque vous ne considérez qu'une partie du champ de diffusion de l'information. L'ensemble du réseau Internet, malgré ce que vous dites, est épargné. Vous pourriez, par exemple, légiférer pour contraindre les GAFAM à coopérer plus étroitement avec la justice, notamment pour permettre d'identifier les auteurs de fausses nouvelles. Actuellement, les hébergeurs échappent à la loi de 1881 et ne sont pas responsables pénalement des publications qu'ils diffusent, contrairement aux médias traditionnels. Enfin, sur le parcours législatif de votre texte, vous vous êtes embourbé dans une histoire qui ne semble jamais vouloir finir. Entre-temps, le rapporteur du texte a même eu le temps de devenir président de l'Assemblée nationale. Vous-même, Monsieur Riester, vous déclariez au printemps dernier « Ce n'est pas à travers cette loi qu'on va régler tous les problèmes, loin s'en faut », et vous êtes devenu ministre de la Culture. Voulons-nous de cette loi inutile et dangereuse pour les libertés fondamentales ? Questionnez-vous, chers collègues de La République En Marche, ayez l'audace d'abandonner cette lubie passagère de l'exécutif. À force de discours, nous avons convaincu Madame la ministre de la Culture de l'époque, Françoise Nyssen, et vous-même, Monsieur le ministre, de créer un conseil de déontologie des médias. Ce conseil pourrait résoudre efficacement les problèmes que vous avez soulevés, sans menacer la liberté d'expression et en respectant l'intelligence des citoyens. Si, bien sûr, il a les moyens de nos ambitions communes. Nous sommes disponibles pour vous apporter notre expertise et pour faire avancer positivement la législation en la matière. Votre texte cible avant tout les entreprises médiatiques étrangères, particulièrement russes, en occultant le fait que les entreprises susceptibles de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation peuvent tout aussi bien se trouver sur notre territoire. En effet, les groupes qui possèdent actuellement les médias en France servent avant tout leurs propres intérêts. Souvenez-vous du jour des attentats de Carcassonne et de Trèbes, perpétrés le 23 mars dernier. BFM TV diffuse une affiche informative alors sur l'auteur des faits, sur laquelle il est écrit qu'il a été naturalisé français en 2015, soit moins d'un an après avoir été fiché S par nos services de renseignement. En réalité, il a obtenu sa nationalité en 2004. Cette grossière erreur indigne de journalistes professionnels déclenche immédiatement une vive polémique sur les réseaux sociaux et provoque à juste titre l'indignation d'un nombre important de nos concitoyens et de nos concitoyennes. L'information n'est corrigée que le lendemain matin par BFM et aucun communiqué explicite concernant l'erreur de la veille n'est diffusé par la chaîne. La directrice de la rédaction ne présentera que de modestes excuses le lundi par le biais d'une déclaration AFP, mais le mal est fait et l'indignation perdure. Si l'influence que peuvent exercer les médias sur les citoyens pendant les périodes électorales inquiète tant le gouvernement, pourquoi les mesures envisagées ne ciblent-elles que les médias étrangers ? Si l'on considère que certains médias peuvent manipuler l'opinion publique pour favoriser l'élection de tel ou tel candidat, pourquoi ne pas étendre ces mesures aux médias nationaux ? J'aimerais rappeler que si les tentatives de manipulation politique par voie médiatique exercées par la Russie sont plausibles, mais toujours non prouvées, il serait sage de nous soucier aussi des cas de manipulation avérés, orchestrés par l'un de nos alliés pour servir ses ambitions internationales. Il faut se souvenir de la fable des armes de destruction massive détenues par Saddam Hussein en 2003. Ce mensonge d'État, repris par tous les médias internationaux, servit de prétexte à la Seconde Guerre du Golfe, qui fit plus de 150 000 morts. C'est par des informations étendues et exactes que nous voudrions donner à toutes les intelligences libres le moyen de comprendre et de juger elles-mêmes les événements du monde. Voici ce que Jean Jaurès déclarait lors du lancement du journal L'Humanité le 18 avril 1904. C'est de cela que la représentation nationale devrait d'abord se préoccuper. Renforcer la liberté d'expression au travers de la liberté de la presse.
lui accorder par le renforcement d'une éthique journalistique tout le crédit que nous voulons lui reconnaître. Voilà ce qui donnerait du sens à notre action au service de notre démocratie. Tandis que la noble tradition journalistique voulait que l'on ne diffusât jamais une information sans l'avoir scrupuleusement vérifiée, la dictature de l'instantanéité a fini par imposer une forme de mimétisme médiatique systématique qui confine nombre de journalistes au rôle de répétiteurs. Désormais, une information en chasse une autre. Il faut être dans le coup ou bien disparaître. Il n'y a plus le temps pour les contre-enquêtes sérieuses, ni l'argent d'ailleurs. Il est fréquent que les journalistes ne disposent que de quelques heures pour développer un argumentaire sur un sujet qu'ils découvrent le jour même. La majorité des médias commentent les événements selon la grille d'analyse et une poignée d'experts répètent inlassablement la même litanie libérale dans les colonnes de nos journaux et sur les plateaux de télévision et de radio ayant les plus grandes audiences. La diversité des points de vue n'existe pas quand la plupart des grands médias prennent ouvertement position en faveur de la réforme ferroviaire, par exemple, proposée par le gouvernement, et font preuve d'une hostilité certaine envers les mobilisations sociales. Les experts se succèdent pour expliquer que la réforme est inéluctable, qu'elle permettra l'amélioration du service, que les soi-disant privilèges des cheminots ont creusé la dette vertigineuse de la SNCF. Parallèlement, les opposants au projet n'ont pas la possibilité de développer leurs arguments. Ils sont systématiquement malmenés sur les plateaux. On les accuse d'être des preneurs d'otages. On leur reproche de paralyser le pays. Pouvons-nous parler de manipulation médiatique ou devons-nous simplement déplorer l'uniformisation des points de vue? Ce qui est certain, c'est que des cas de manipulation existent. Ces manœuvres prennent la forme de discours tronqués et par les choix opérés dans la sélection des images, dans la présentation des faits. Il nous faut admettre ce constat que le pluralisme des médias n'est pas un fait établi et que dans l'ensemble, nous vivons en état d'insécurité informationnelle, pour reprendre l'expression d'Ignacio Ramonet. L'information spectacle prend souvent le pas sur le récit et l'analyse rigoureuse des événements. La mise en scène, le soin porté à l'image remplace alors l'authenticité et l'exactitude des faits rapportés. Nous devrions tous déplorer que la marchandisation de l'information ne soit opérée qu'au détriment de sa fonction civique. Et était-ce si invraisemblable que personne n'ait su l'anticiper? Au royaume des images qui se succèdent en cadence, il n'y a de place ni pour les idées abstraites, ni pour la mémoire. Désormais, seuls les chiffres de l'audimat comptent, comme l'illustre un ancien PDG du groupe TF1 dans un entretien tiré d'un ouvrage intitulé « Les dirigeants face au changement », paru en 2004. À la base, le métier de TF1, c'est d'aider Coca-Cola, par exemple, à vendre son produit, affirmait-il alors. Reconnaissez, mes chers collègues, que dans ce contexte, la pertinence et la fiabilité des informations n'est pas garantie, puisque l'objectif poursuivi par les entreprises de la presse et de l'audiovisuel n'est plus d'informer convenablement la population, mais de vendre des créneaux publicitaires à des annonceurs. Comme l'affirmait un grand sociologue, nous devrions collectivement nous insurger contre les diktats de l'audimat, au nom de la démocratie, car les exigences de cet outil commercial sont à la culture ce que les sondages d'opinion sont à la politique. Ces sondages dont on ne connaît pas les méthodes de redressement et dont la diffusion influence véritablement l'orientation de vote de nos concitoyens et de nos concitoyennes lors des élections de notre pays. Il faut admettre aussi que la concentration toujours plus importante des médias dans les mains de grands groupes industriels et financiers nuit grandement au pluralisme. Ces mastodontes de l'économie de marché, outre le fait qu'ils sont peu enclins à questionner le modèle socio-économique dans lequel ils s'inscrivent, sont presque tous plus ou moins dépendants des contrats passés avec l'État et les collectivités locales. Ils ont donc intérêt à soigner leurs relations avec le pouvoir politique lorsque celui-ci peut servir leur cause. Ils peuvent aller jusqu'à influencer l'opinion publique dans le but de faire élire le candidat qui leur correspond le mieux. Si ces grands groupes ont intérêt à pratiquer la plus grande proximité avec le pouvoir en place, ils disposent par leur mainmise sur les médias d'un puissant moyen de pression. La maîtrise de l'information octroie aux propriétaires des grands médias un pouvoir d'influence incontestable sur la sphère politique. Il y a des choses qu'un gouvernement ne fera pas à Bouygues, sachant que Bouygues est derrière TF1, écrivait très justement Pierre Bourdieu.
Ce n'est pas une découverte. L'accès à l'information et son contrôle ont toujours été des instruments majeurs du pouvoir et donc un enjeu capital. C'est vrai pour les États, c'est vrai aussi pour les entreprises. Si l'État œuvre en principe avec le souci du bien commun, il arrive en revanche fréquemment que la recherche du profit pour une entreprise privée ne coïncide pas du tout avec l'intérêt du plus grand nombre. Il n'a échappé à personne ici, je suppose, que rumeurs et fausses nouvelles ont toujours circulé de par le monde. Combien d'émeutes populaires et de coups de force politique tirent leurs origines de rumeurs savamment distillées dans l'esprit des foules. Assurément, les fausses informations n'ont pas attendu l'avènement d'Internet et de réseaux sociaux pour se répandre. D'autre part, vous en conviendrez, il n'a jamais été aussi facile et rapide de vérifier une information aujourd'hui grâce au progrès technique. Bien avant le développement du fact-checking et de sites tels que Hoaxboxer ou Crosscheck, il était déjà possible pour n'importe quel internaute de se faire une idée du degré de sérieux d'une information trouvée sur le web en effectuant quelques recherches et de déjouer facilement la majorité des rumeurs qui circulent sur la toile. Ce qui semble caractériser notre époque, c'est d'abord la perte de confiance de nos concitoyens et de nos concitoyennes envers le professionnalisme les professionnels de l'information. Ce n'est pas tant que les gens se désintéressent des événements ni qu'ils les dédaignent, ni qu'ils dédaignent la connaissance, mais plutôt qu'ils remettent en cause l'impartialité des grands médias. Beaucoup cherchent au contraire à s'émanciper de l'information préformatée et s'enquièrent de tous les sujets qui les préoccupent. Cependant, bien que cette aspiration à connaître les choses par soi-même soit des plus saines, on ne s'improvise pas enquêteur qui veut, et il n'est pas toujours aisé de séparer le bon grain de l'ivraie. Depuis des années, de très nombreux journalistes déplorent la dégradation de leurs conditions de travail et appellent de leur vœu les changements qui leur permettraient de renouer véritablement avec l'idéal de leur profession. C'est une des raisons pour lesquelles nous, parlementaires de la France insoumise, nous appelons à un renforcement de la protection et du secret des sources des journalistes, très largement insuffisant dans notre pays. Car s'il n'y a pas de protection des sources, les sources se tarissent et donc il n'y a pas d'information, selon Louis-Marie Aurault, rédacteur en chef du Canard enchaîné. Vous désirez l'extension des pouvoirs accordés au Conseil supérieur de l'audiovisuel, ce qui peut s'apparenter à une atteinte directe à la liberté d'expression. Il serait désormais possible pour cette entité ainsi renforcée de décider quelles sont les vraies informations et les fausses, définies dans votre projet de loi comme toute allégation ou imputation d'un fait dépourvu d'éléments vérifiables de nature à la rendre vraisemblable. Alors ceci nous semble être une définition suffisamment large pour que toute diffusion d'œuvres artistiques, par essence subjective, puisse être considérée comme une fausse information, donc prohibée. Il suffirait pourtant que le CSA applique les prérogatives qui lui sont attribuées et sanctionne, comme il en a les moyens, les médias contrevenant à l'éthique journalistique. Vous pouvez aussi vous tourner vers l'histoire récente de la presse, notamment outre-Atlantique. Les États-Unis d'Amérique, pour garantir la pluralité de l'information, ont choisi d'installer dans leurs médias une doctrine dite « fairness » entre 1949 et 1987. Celle-ci devait renforcer la diffusion plurielle des opinions selon deux actions obligatoires. La première consistait à obliger les diffuseurs audiovisuels à consacrer une partie de leur temps d'antenne à des questions d'intérêt général propres à susciter des controverses. Et la seconde consistait en l'obligation de relayer les différents points de vue sur ce sujet. Vous pouvez au minimum tenter de distiller l'esprit de sérendipité dans votre paysage médiatique. La liberté de publier son opinion ne peut donc être autre chose que la liberté de publier toutes les opinions, disait Robespierre. L'éducation et l'apprentissage du discernement sont objectivement les meilleures garanties de réussite dans la lutte contre les fausses nouvelles. Voilà ce sur quoi notre Parlement doit se concentrer, plutôt que de chercher à tout prix à légiférer pour trier les bonnes informations des mauvaises. Ce qui constitue une insulte de plus faite à l'intelligence et s'apparente à la mise en place d'un ministère de la vérité ou de la censure, au choix. Sensibiliser au discernement, permettre de dissiper la confusion qui consiste à amalgamer l'interprétation et les faits, la croyance personnelle et le savoir scientifique, l'idéologie et la loi universelle, c'est avec la conviction profonde que votre projet de loi ne correspond pas à la réalité des besoins du champ d'information et que les solutions que vous proposez sont donc fondées sur un diagnostic erroné que je propose à la représentation nationale de voter notre motion de rejet de votre texte. Merci.
Je vous remercie.